L'Ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel, est célébrée aujourd'hui par les chrétiens du monde entier. En Côte d'Ivoire, les célébrants invitent les chrétiens à renforcer leur foi. Un plan d'urbanisation et de transport pour le Grand Abidjan élaboré grâce à la coopération japonaise. Le document a été remis aujourd'hui au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Personnellement, je le reconnais, notre mouvement a échoué. Nous avons rencontré une trop grande détermination militaire pour soutenir le système au pouvoir. Ce sont les propos du numéro 2 des putschistes au Burundi à l'AFP. Pendant ce temps, la présidence burundaise, elle affirme que Pierre Nkurunziza est de retour dans le pays. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les fidèles chrétiens du Côte d'Ivoire et du monde entier célèbrent aujourd'hui l'Ascension. L'Ascension est la montée de Jésus-Christ au ciel. Très tôt ce matin, ils ont investi temple et église pour commémorer la continuité de la résurrection de Jésus-Christ dans le monde céleste. L'Ascension est la dernière apparition de Jésus à ses disciples 40 jours après sa résurrection. Le reportage de Herman Niamien. 40 jours après sa résurrection, c'est l'élévation de Jésus-Christ au ciel où il s'assiera à la droite du Père. Ce moment important pour tout fidèle chrétien catholique a été marqué par des célébrations dans les différentes paroisses. À la paroisse Ascension Aéroport de Port-Boué, les fidèles ont loué Dieu et l'ont imploré afin qu'il leur accorde sa miséricorde. Occasion aussi pour le célébrant d'inviter les fidèles chrétiens à renforcer leur foi en suivant les prescriptions divines. Allez plutôt dans le monde entier, propager la bonne nouvelle du salut et faire des disciples. Et chacun des croyants, chacun des fidèles doit s'atteler désormais à annoncer l'évangile à temps et à contre-temps dans son milieu de travail, dans son milieu de vie. À la paroisse Saint-Laurent de Yopougon-Kouté, l'ambiance était la même. Les fidèles chrétiens ont aussi intercédé auprès de Dieu afin qu'il accorde à la Côte d'Ivoire la vraie réconciliation et une paix durable. L'Ascension est une fête chrétienne célébrée 40 jours après la Pâque. Sachez que Jésus-Christ a annoncé lors de son élévation au ciel être toujours avec ses fidèles. La mégapole du Grand Abidjan compte à elle seule plus de 5 millions d'habitants, soit 22% de la population totale. Pour mieux encadrer l'urbanisation de la capitale économique ivoirienne et le développement urbain, un schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan a été élaboré et remis aujourd'hui même au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ce schéma directeur prend en compte aussi 6 communes périphériques. Le reportage de Léon Bro. Ça y est, plus d'anarchie dans le développement d'Abidjan et de ses villes périphériques, idem pour le transport dans ses agglomérations. Il suffit pour les acteurs de s'en tenir à ce document que réceptionne le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il prévoit notamment les équipements en adéquation avec l'élargissement d'Abidjan et de ses banlieues d'ici à 2030, y compris les infrastructures routières, ferroviaires et lagunaires pour moderniser le transport urbain. C'est le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Il est réalisé par le ministère de la Construction à hauteur de 3 milliards de francs CFA, un appui financier du Japon. Ce schéma directeur naît d'une parfaite collaboration entre les experts de la JICA et leurs homologues ivoiriens en parfaite adéquation avec le plan national de développement. C'est un outil qui contribuera à un point de thé à l'atteinte de l'émergence tant souhaitée par la population ivoirienne. Aussi réceptionné par le Premier ministre, le répertoire du patrimoine immobilier de l'État, également réalisé par le ministère de la Construction. Il fait l'état des biens immobiliers acquis par la Côte d'Ivoire depuis son indépendance à ce jour, tant au plan national qu'à l'étranger, pour en optimiser la gestion. Nous pensons qu'une bonne maîtrise des biens immobiliers de l'État permettra à terme de mettre à la disposition de nos administrations et services publics des bâtiments fonctionnels et de réduire les charges locatives liées aux baux administratifs qui se chiffrent aujourd'hui à 5 milliards, rien que pour les baux courants, et à plus de 12 milliards pour les arriérés cumulés. Le répertoire du patrimoine immobilier de l'État et le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, deux outils de bonne gouvernance selon Daniel Kablan-Duncan. Le Premier ministre rassure quant à leur indispensable mise en œuvre. À cet effet, après l'adoption par le gouvernement de ce schéma directeur, l'organisation du table ronde
des partenaires devra être diligentée. De même, il faut poursuivre le recensement du patrimoine de l'État afin d'en avoir la parfaite maîtrise à travers un outil de gestion moderne et performant. Le recensement des biens immobiliers de l'État a démarré en 2012 avec un financement public de 500 millions de francs CFA pour mettre à disposition un répertoire partiel de 32 761 biens, dont 4 120 à Abidjan. Pour les consulter, une interface web www.patrimoineimmobilier.ci. Première conférence sur le potentiel minier de la Côte d'Ivoire dans le Colorado, c'est aux États-Unis. L'idée est d'inciter les entreprises américaines du secteur à s'intéresser à la Côte d'Ivoire. On en sait plus dans cet élément de Sylvie Toury. La Côte d'Ivoire a un potentiel minier à revendre, un secteur qu'elle veut revaloriser avec l'aide d'investisseurs. Et le délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire en Amérique, au Canada et au Mexique, Enza Camara, entend trouver des bailleurs de fonds dans le Colorado. Un état stratégique car le seul aux États-Unis dont l'économie est orientée vers les industries de pointe, avec la présence de grands centres de recherche sur les mines. C'est une bonne opportunité pour établir un contact, un partenariat entre Américains et Ivoiriens. Je souhaite que la Côte d'Ivoire en bénéficie. Une conférence y a donc été initiée, occasion pour le ministre Jean-Claude Brou de partager avec les acteurs miniers américains la vision du gouvernement. Vous constaterez que depuis 2012, la croissance est très forte en Côte d'Ivoire. Une croissance économique due en partie aux réformes et aux investissements publics privés. La situation financière de mon pays est donc vraiment bonne et le gouvernement pense que le secteur des mines peut apporter un plus à cette situation déjà réluisante. Dans le secteur que je dirige, la Côte d'Ivoire approche le développement avec un bon potentiel. Les investisseurs viennent de partout. Nous vous attendons, vous aussi. Jean-Claude Brou a également expliqué aux participants les avantages du nouveau code minier qui, selon lui, fait de la Côte d'Ivoire une destination de choix pour tout investisseur du secteur. Une destination qui bientôt sera celle de quelques entreprises américaines qui envisagent des visites de prospection. Retour aux sources pour les Ivoiriens du Maroc. Curiosité pour ces personnes qui découvrent pour la première fois la cuisine ivoirienne et d'autres atouts touristiques de la Côte d'Ivoire. Ces personnes le doivent à la journée culturelle ivoirienne qui s'est tenue à Rabat, la 7e du genre. Le récit de Jean-Louis Bango. Ambiance particulière ce week-end du mois de mai dans cet établissement scolaire de Rabat, capitale politique du Royaume du Maroc. De la musique, des danses et autres atouts touristiques made in Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 7e journée culturelle nationale ivoirienne au Maroc. L'événement reprend après plusieurs années d'interruption. Notre objectif, c'est de montrer à tous la culture, la diversité, la richesse de la culture ivoirienne. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers les différents stands et à travers toutes les différentes prestations. Au menu, des spécialités ivoiriennes dont le célèbre plat garba fait d'attiquer au poisson thon. Véritable retour aux sources pour ces 2000 étudiants ivoiriens résidant au Maroc. Également un stand de découverte pour certains. Depuis longtemps, nous avons opté pour le sponsoring des journées culturelles africaines de la Côte d'Ivoire. C'est une cuisine à part et c'est une culture à part qu'il faut connaître. J'ai découvert la tchéké, qui est un bon plat et que j'aimerais bien découvrir d'autres. La journée culturelle ivoirienne est une journée qui existe depuis. Elle permet de resserrer les liens au sein de la communauté ivoirienne ici, toutes tendances confondues. Elle permet aussi de montrer à nos autres Marocains ce que nous avons de plus cher, la culture. Pour le premier Ivoirien au royaume chérifien, ce genre d'initiative permet de consolider la coopération ivoiro-marocaine. Une journée très importante, d'ailleurs ça reflète l'intensité des relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Environ 2000 étudiants ivoiriens au Maroc et ils ont pris l'initiative d'être les ambassadeurs de leur pays au Maroc. C'est une bonne chose. La journée culturelle nationale ivoirienne, une bouffée d'air frais dans la vie de ces jeunes apprenants dont le quotidien est meublé d'études et parfois de nostalgie.
La Côte d'Ivoire prépare activement sa participation à la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra d'ailleurs à Paris, en France, en novembre prochain. La Côte d'Ivoire, pour marquer son engagement dans la lutte mondiale contre ce fléau dont elle subit aussi les conséquences, a ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques le 29 novembre 1994. Le reportage de Serge Coléa. La Côte d'Ivoire se prépare pour les grands défis du changement climatique. Les membres du comité de pilotage de la prochaine réunion mondiale à Paris sur le sujet ont commencé les préparatifs. Objectif, permettre à la Côte d'Ivoire d'être prête le moment venu. Dans tous les secteurs d'activité, le comité de pilotage doit évaluer les efforts déployés en matière de réduction des gaz à effet de serre. L'essentiel du travail est que la Côte d'Ivoire puisse aller à cette COP21 et y présenter la contribution qu'elle entend faire à la face du monde pour la réduction des gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire. Et la principale tâche de cette commission sera de faire en sorte que nous ayons donc un document qui soit pertinent, que nous allons présenter donc à M. le Président de la République en septembre, afin que celui-ci aille le présenter à la face du monde à la COP21. La 21e conférence des parties sur les changements climatiques se tient du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris, en France. Une usine de transformation de cacao va ouvrir bientôt dans la commune de Yopougon. Le président Ouattara va inaugurer cette usine lundi prochain. C'est en tout cas ce que nous dit notre reporter Léon Brou qui nous conduit en zone industrielle. C'est une fierté à demi-teinte pour la Côte d'Ivoire. Premier producteur mondial de cacao, le pays ne parvient toujours pas à transformer en produit fini cette matière première dont il se targue. Tous les chocolats vendus sur le sol ivoirien sont importés, inconcevable pour le chef de l'État. Ce lundi 18 mai 2015 à Yopougon, Alassane Ouattara va inaugurer une usine de transformation de cacao pour le chocolatier français Semois. Bien avant, le premier magistrat de la commune, Gilbert Kafana Koné, s'entretient avec la presse. Le député maire de Yopougon veut faire de l'inauguration de cette usine, désormais fierté de sa commune, une réjouissance teintée de gratitude au chef de l'État. Nous sommes en ce moment à pied d'œuvre pour accueillir le chef de l'État, lui réserver un accueil populaire. Nous voulons montrer davantage que notre accueil est à la hauteur de la population de Yopougon, puisque nous sommes la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire, avec plus d'1 million d'habitants. Le chocolatier français Semois, qui ouvrira bientôt son usine de transformation de la fève de cacao à Yopougon, est le numéro 3 européen dans la chocolaterie. À partir donc de la Côte d'Ivoire, le groupe va servir le marché africain avec une perspective de 350 créations d'emplois et un investissement de 6 millions d'euros, soit environ 4 milliards de francs CFA. L'Union européenne débloque 250 millions de francs CFA pour la réconciliation dans la commune d'Abobo et de Yopougon, deux communes qui ont été le théâtre de violents combats lors de la crise post-électorale. Le reportage de Serge Coléa. Contribuer à la réconciliation nationale dans les communes d'Abobo et de Yopougon par le développement d'infrastructures et d'activités socioculturelles et sportives. C'est l'objectif affiché par les principaux animateurs du parc, le projet d'appui à la réconciliation et à la cohésion sociale. Financé par l'Union européenne à hauteur de 250 millions de francs CFA, le parc sera réalisé sur 30 mois. À l'occasion de la célébration de la journée de l'Europe au complexe sportif de Yopougon, le programme est rentré dans sa phase active. Plusieurs compétitions sportives et socioculturelles ont été initiées pour renforcer la cohésion sociale ainsi que les liens de fraternité et de paix entre les jeunes. Les équipes d'Abobo et de Yopougon ont fraternisé et communié ensemble à la grande satisfaction de plusieurs ambassadeurs de l'Union européenne présents. Ça fait déjà un certain temps que nous avons mis en place un projet de ce type ici entre Abobo et Yopougon. Et ici, nous sommes heureux de le voir se concrétiser à l'occasion de la fête de l'Europe. Les autorités communales se sont également réjouies de ce programme de réconciliation et de cohésion sociale. Ce projet a démarré depuis l'année passée. Normalement, la première phase a consisté à la sensibilisation, au recueil d'informations au niveau de la population. Nous sommes aujourd'hui à la phase pratique
thématiques avec le lancement des activités socio-culturelles. La finale du tournoi dénommé la Fête de l'Europe a été remportée par l'équipe La Pécro d'Abobo. Cette journée a été un véritable moment d'unité apprécié par le public et les différents participants. Marie-toi que se situent les enjeux de la mobilisation du Grand Ouest du 16 mai prochain. Une mobilisation pour affirmer le soutien de cette population de l'Ouest à la candidature du président Ouattara. Le 25 avril dernier, les Ivoiriens, les militants du RHDP en tête, ont donc choisi le président Alassane Ouattara comme leur candidat pour la prochaine élection présidentielle. Ce choix important doit avoir un écho au niveau donc, de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et donc le district des montagnes, les régions du Tonkbi, du Cavalier et du Guémon ont fait le choix de se mobiliser, de se rassembler à Diokoué le 16 mai en écho donc à l'appel lancé depuis le stade Houphouët-Boigny le 25 avril dernier pour indiquer que ce choix est le choix du cœur des Ivoiriens, c'est le choix donc de la raison. Pour nous, Diokoué est une ville symbole, d'abord en tant que porte d'entrée, mais également parce que nous savons ce que Diokoué a été à l'occasion donc de la longue crise que nous avons connue, la crise post-électorale en particulier. Mais Diokoué aussi est une ville cosmopolite où se retrouvent l'ensemble de nos grands groupes ethniques au niveau du district des montagnes. Nous nous retrouverons à Diokoué pour magnifier le président de la République, pour lui dire que nos chefs coutumiers donc lui apportent toutes leurs bénédictions, pour lui indiquer que les jeunes, les femmes, les élus et les cadres de cette vaste région ont donc compris le meilleur qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà des progrès notables au niveau de notre région et nous avons espoir que ce deuxième mandat lui permettra de poursuivre les chantiers qu'il a engagés et de donner donc la chance aux enfants de cette région de bénéficier d'un mieux-être et surtout de renforcer leur cohésion. Le message est déjà bien compris. Le rassemblement qui s'annonce à Diokoué sera grand et nous sommes heureux que le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement et des cadres politiques de haut niveau répondent à notre invitation pour qu'ensemble, le 16 mai, nous disons oui, Monsieur le Président Alassane Ouattara, nous sommes avec vous pour apporter le meilleur à la Côte d'Ivoire. La police municipale dans le viseur des commerçants. Pourtant, cette police a pour mission, entre autres, de sécuriser les personnes et les biens dans une commune. Qu'est-ce qui fait alors la différence entre la police nationale et la police dite municipale? Comment les policiers municipaux sont-ils recrutés? Des questions auxquelles nous aurons des réponses dans ce dossier signé Herman Niamien. En uniforme, difficile de distinguer les policiers municipaux des agents de la police nationale. Sauf que ces derniers sont des fonctionnaires et donc payés par l'État, alors que les policiers municipaux sont sous l'autorité d'un maire et sont payés par la commune. Leur mission, la prévention de l'ordre public et la surveillance du territoire communal. Le maire a un pouvoir de police. Et ce pouvoir de police ne peut s'exercer que par la police de proximité. C'est dans ce sens-là que la police municipale a son importance pour accompagner le maire au quotidien. Leur tâche au quotidien consiste à assurer la sécurité des biens et des personnes, le maintien de l'ordre public, la lutte contre les nuisances sonores et les tapages nocturnes et la réglementation de la circulation. S'il vous plaît, vous pouvez voir la table de stationnement. Ok, merci bien. Et bonne journée. Alors, ce travail consiste à quoi? Il consiste à contrôler les pièces des véhicules de transport dans un premier temps pour ce que nous faisons aujourd'hui. De voir ceux qui ont payé la carte de stationnement et ceux qui n'ont pas payé. Nous faisons le retrait des pièces. Nous allons déposer au bureau de transport pour les amener à payer. Je remplis une contravention. Vu les agents, quand ils vont au contrôle, qu'on retire une pièce pour ne pas les laisser comme ça pour des disputes après. Nous retirons la pièce et puis nous leur redonnons la contravention. Le contrôle, c'est bon. Une carte de stationnement, c'est normal. Mais il y a des cas très mal. Mais s'il n'y a pas ça, ce n'est pas la peine. L'accomplissement de ces missions ne rencontre pas toujours l'adhésion des populations, surtout des commerçants.
Les plaintes au sujet des méthodes de saisie des marchandises sont récurrentes. Parfois, ils viennent, ils nous demandent même pas si on est en règle ou pas. Ils viennent, ils rentrent dans nos magasins, ils saisissent nos marchandises. Non, on ne retire pas. Parce qu'on ne nous donne pas. On est obligé encore d'aller investir dans une autre marchandise encore pour venir vendre. Ils ramassent nos bagages. Moi, une chose, la semaine passée, même ils ont pris moi-même mon bagage. Je ne vois pas. Nous sommes à la fourrière municipale d'Adjamé. C'est ici, dans cet entrepôt, que sont stockées toutes les marchandises saisies dans la commune d'Adjamé. Chaque jour, ce sont des centaines de marchandises qui sont convoyées en ce lieu parce que les propriétaires ne se sont pas acquittés de leurs taxes communales ou que les marchandises ont été exposées sur les trottoirs ou chaussées. Notre rôle est de permettre la fluidité et le passage tranquille des usagers. Et donc ça nous amène à procéder à des saisies. Quand on prend un commerçant indélicat, je crois qu'il ne faudrait pas qu'il va penser à avoir ses marchandises. Il n'y a plus question qu'on remette. Et on va faire des dons soit à la pouponnière ou à l'hôpital général Hachma. À Djamé Nangia Brogoua, le décor est saisissant. Les trottoirs sont totalement occupés. Difficile aux automobilistes, encore moins aux piétons, de se frayer un chemin. Ces commerçants font la loi. Et attention si vous dérangez leurs marchandises. Il y a une dame qui est venue me voir tout en pleurs parce qu'elle marchait et elle, par inattention, elle a marché sur les marchandises de ces commerçants qui sont sur la voie. Mais ils se sont regroupés sur elle et ils ont déchiré ses habits. Le l'imam adjoint, qui n'est pas connu par la population, un jour il était en retard, il partait à la mosquée. En partant à la mosquée, son boubou s'est accroché à la marchandise d'une dame, mais qu'il a attrapé le l'imam adjoint par le collet. Et donc ça a mené la mosquée à écrire au maire. Dans ce désordre organisé, automobilistes et piétons doivent leur salut à l'action des policiers municipaux qui, depuis la communalisation des villes ivoiriennes en 1958, s'appelaient gardes municipaux. Ce changement de dénomination est intervenu depuis le 18 février 2015 grâce au président de la République qui a décidé de professionnaliser le secteur. L'appellation ne cadrait pas avec la réalité sur le terrain. Et c'est pourquoi le gouvernement, en initiant d'abord la réforme, a pris à l'issue de cette réforme-là, a pris un décret pour 57 ans après pour réorganiser le corps de la police municipale de Côte. Cette fois-ci, on rentre à la police municipale par voie de concours. Et quand on rentre par voie de concours, il y a des classes de grades qui existent. Par le passé, le maire peut se lever puis vous donner les galons qu'il veut. Ce décret précise aussi qu'une école de formation au métier de police municipale, la première du genre en Afrique de l'Ouest, sera également créée. Elle va permettre de mieux former les policiers municipaux avec à la clé un salaire correspondant au grade de l'agent. Une décision qui va changer la vie de près de 3000 policiers municipaux qui exercent en Côte d'Ivoire. 12 coopératives du village de Séman dans le département de Yamoussoukro ont reçu du matériel agricole d'une valeur de 10 millions de francs CFA, un don de la fondation Petrosi. Mamadou Kwasi. Elles en avaient besoin pour booster leur production vivrière. Les 12 coopératives de femmes issues de 9 villages de la communauté Akwa de Yamoussoukro ont reçu du matériel agricole. Matériel composé entre autres de tricycles, de motopompes, de broyeuses de manioc, de pulvérisateurs et de brouillettes. Le tout d'une valeur de 10 millions de francs CFA de la part de la fondation Petrosi dirigée par Virginie Touré Aya. Selon la donatrice, c'est là que par le travail que les Ivoiriens pourront hisser le pays vers des nations prospères. Et tant que des personnes, surtout des femmes, demanderont à être soutenues pour lutter contre la pauvreté, sa structure répondra toujours présente. Tout ceci rentre dans la droite ligne de la volonté du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Jeanne Peumont, conseillère spéciale du président de la République et marraine de la cérémonie, a quant à elle insisté sur la cohésion au sein des coopératives. Car selon elle, c'est de leurs actions concertées qu'elles pourront nourrir l'ensemble des Ivoiriens. Les bénéficiaires, ravis de cet élan de générosité, ont fait une autre doléance à leur bienfaitrice. La construction d'une nouvelle école primaire dans le village de Séman, chose qui va éviter à leur progéniture de parcourir de longues distances pour avoir accès à l'instruction devenue obligatoire depuis quelques années en Côte d'Ivoire. Une enquête sur l'aménagement hydroélectrique a lieu dans la ville de Soubré. La parole est donnée à la population en vue de recueillir leur avis sur le projet d'aménagement hydroélectrique qui sera mis en place par le gouvernement. Le reportage de Abou Sadogo. L'enquête publique relative à l'étude impact environnemental et social ouverte à Soubri. Elle durera 8 jours.
Elle vise à donner la parole aux populations impactées par le projet d'aménagement hydroélectrique de Soubri en vue de recueillir leurs avis et observations. Selon Sylvain Amalaman, l'enquête publique qui diffère des autres enquêtes est du ressort de l'Agence nationale de l'environnement, guichet unique national des évaluations de l'environnement. Il a donc invité la population à fréquenter la préfecture de Soubri et la sous-préfecture d'Opouyou en vue de se faire enregistrer auprès des agents enquêteurs. Les autres intervenants ont fait l'historique de l'aménagement hydroélectrique de Soubri, ses principales caractéristiques, non sans insister sur les résultats des études réalisées à travers les enjeux de l'état initial de l'environnement. Le préfet de région a quant à lui rappelé que l'ouverture de l'enquête publique traduit l'intérêt que l'État accorde à la situation des populations impactées par le projet de construction du barrage de Soubri. Il n'a donc pas manqué d'exhorter les populations à aller à la rencontre des enquêteurs pour donner leurs avis et observations afin que le gouvernement en tienne compte dans la prise de décision. La situation toujours confuse au Burundi. Le numéro 2 du mouvement putschiste, le général Cyril Ndayirukiye, a reconnu ce soir l'échec du coup d'État. Cela intervient alors que la présidence burundaise a annoncé le retour sur le territoire burundais du président Nkurunziza, resté bloqué en Tanzanie depuis le début de la tentative de coup d'État lancée hier après-midi par le général Godefroy Niyombare. De violents combats ont eu lieu aujourd'hui même entre soldats loyalistes et putschistes, faisant 3 morts, 3 militaires. La coordination des mouvements de l'Azawad, qui regroupe les principaux mouvements armés du nord du Mali, a paraphé aujourd'hui le projet d'accord de paix intermalien à Alger. Avant toute signature définitive, la coordination des mouvements de l'Azawad exige néanmoins de nouvelles discussions et des amendements sur certains articles de l'accord de paix. Pour finir, au Kenya, le gouvernement envisage la fermeture du camp de réfugiés d'Adab. Pour le gouvernement kényan, ce camp qui abrite des réfugiés somaliens sert de camp de recrutement pour les islamistes à Shebab. Ce camp existe depuis 1991 et accueille près de 350 000 réfugiés somaliens. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Mais là-bas, Thank you.